Bienvenue dans la rediffusion de ce webinaire Carto intitulé Accompagner l'acquisition des compétences à l'aide du e-portfolio qui s'est déroulé donc le 21 mai 2021. Ici Julien Maurice, donc animateur de la Carto, et avant finalement de lancer la rediffusion, je vais vous décrire en quelques mots le contenu de la présentation que vous vous apprêtez à visionner. Ce webinaire est animé par 3 membres issus de l'EPF, qui est une école d'ingénieurs. Il s'agit d'Irina Anoloc, qui est ingénieure pédagogique, de Marie-Pierre Cuminal, qui est responsable pédagogique du cycle préparatoire sur le campus de Montpellier, et de Norberto Cotena, qui quant à lui est responsable de la formation par apprentissage sur le campus de Sceaux. Cette présentation se déroule donc en 3 temps. Irina nous rappelle dans un premier temps la définition du portfolio et par extension finalement du e-portfolio, avant de nous montrer comment concrètement l'EPF s'en est emparé et a créé d'ailleurs son propre modèle destiné à sa filière généraliste. Concrètement, ce modèle se base d'ailleurs techniquement sur l'outil Karuta qui au passage semble apporter pleine satisfaction de par son ergonomie et sa simplicité d'utilisation. Norberto aborde ensuite quant à lui l'usage du e-portfolio, mais cette fois pour un public d'apprentis, en insistant sur les spécificités finalement liées à ce public et notamment sur une utilisation davantage centrée sur le projet professionnel. Enfin, pour terminer, Marie-Pierre nous montre comment elle s'est emparée du e-portfolio en l'intégrant cette fois dans le cycle préparatoire de l'école. Elle insistera notamment sur le challenge finalement que cela représente en termes d'appropriation de la démarche, notamment par des étudiants fraîchement sortis du lycée. Merci encore à ces 3 intervenants pour avoir su articuler leurs témoignages qui sont de fait très complémentaires. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'Irina, Norberto et Marie-Pierre. Excellent webinaire Carto à tous. Et je vais pouvoir laisser maintenant Irina, je crois qu'il commence, il me semble, pour partager son écran éventuellement. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente présentation. Merci. Merci beaucoup Julien. Donc effectivement, je vais partager ma présentation avec vous. Comme Julien a dit, je suis ingénieur pédagogique à l'EPF École d'ingénieurs. Juste en 2 mots, c'est une pas très grande école. On a environ 2400 étudiants et nous avons 3 campus. Donc c'est un peu la particularité de l'école, c'est que nous avons un campus à Sceaux, un autre à Montpellier et un 3e à Troyes. Je vais vous présenter aujourd'hui en quelques mots à quoi ressemble le portfolio qui a été mis en place à l'EPF. Et après, Marie-Pierre et Norberto vous présenteront plus en détail l'accompagnement et le travail avec les étudiants. Mais avant de parler de l'e-portfolio à l'EPF, qu'est-ce qu'un e-portfolio? Bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas. J'ai mis ici une citation de European Institute for E-Learning, mais globalement, il y a différentes définitions, mais tous se rejoignent sur le fait que c'est une collection d'informations. Donc, comme c'est un e-portfolio, ce sont les informations numériques qui décrivent et illustrent l'apprentissage ou la carrière d'une personne. Alors, on a bien sûr, je pense que tout le monde a entendu parler des portfolios de photographes ou d'artistes, mais ici, c'est plus pour l'apprentissage, les portfolios d'apprentissage dont on va parler. Et donc, les portfolios, et ça, c'est très important, je pense, pour nous à l'EPF, c'est un espace privé et le propriétaire, donc l'étudiant qui l'utilise, a le contrôle complet de ce qu'il y a dedans. Et le portfolio que nous avons mis en place et dont je vais vous parler plus en détail, ce n'est pas un e-portfolio d'apprentissage, dans le sens où il n'est pas évalué. On ne demande pas aux étudiants de produire un portfolio comme en produit précisément, en devoir. C'est plus en travail de réflexivité. C'est pour inciter les étudiants à faire un travail réflexif. Ici, je vous ai mis quelques exemples de bénéfices de l'e-portfolio pour l'apprentissage. J'ai trouvé ces informations dans le cahier de Louvain.
Ils ont un ouvrage très complet sur l'e-portfolio. Et le premier bénéfice, c'est l'autonomie des étudiants pour le développement des compétences méthodologiques. Et ça, c'est très important. Entre autres, Marie-Pierre, elle va vous parler des étudiants de première, deuxième année qui sont rarement autonomes dans leur apprentissage. Et l'e-portfolio, ça peut vraiment les aider pour ça. C'est aussi la construction identitaire et la facilitation de la projection dans l'avenir. Donc, quand les étudiants ils entrent à l'université ou dans une école d'ingénieur, souvent ils ont une vision très floue de leur projet professionnel. Et le portfolio, ça peut les aider à le construire. Et enfin, une meilleure estime de soi au travers de l'image positive de ses compétences. Parce que, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont des compétences. Très souvent, les étudiants, ils vont à l'école ou à l'université, ils apprennent des choses, mais en fait, ils ne sont pas conscients des choses qu'ils savent faire. Donc, lorsqu'ils passent ensuite un entretien pour un stage ou un entretien d'embauche plus tard, ils ont du mal à exprimer les compétences qu'ils ont. Donc, d'où cette idée de l'e-portfolio. Les grandes étapes à l'EPF, donc ce projet, il a presque 4 ans. Il a été initié en 2018 avec la création d'un prototype et qui a été testé. Ensuite, il y a eu un deuxième test. Donc, à chaque fois, les tests ont été concluants. On a eu des retours positifs des étudiants. Depuis 2020, on a créé un nouveau modèle qui a été utilisé pour toute la filière généraliste. Donc, parce qu'initialement, c'était que 2 formations, l'apprentissage et technologique. Mais maintenant, c'est généralisé à tous les étudiants de l'école. Et depuis cette année, nous avons mis en place un cours d'auto-formation sur Moodle pour inciter les étudiants à utiliser plus les portfolios et à mieux comprendre les enjeux de cet outil. Donc, nous avons identifié à la création de l'e-portfolio 4 objectifs qui sont comprendre la formation, analyser les expériences vécues, développer le développement de compétences et préparer son insertion professionnelle. J'ajoute encore en détail, c'est qu'au début, la création de l'e-portfolio était vraiment en lien avec l'approche par compétences qu'on était en train de mettre en place à l'école. Finalement, ces 2 projets se sont un petit peu séparés. Donc, nous travaillons toujours sur l'approche par compétences, mais le projet e-portfolio a été plus rapide, il a été plus vite mis en place. Donc, on peut déjà utiliser l'e-portfolio avant d'avoir le référentiel définitif des compétences. Donc, chaque objectif a une rubrique correspondante dans l'e-portfolio. Donc, pour le premier objectif, c'est la rubrique la formation académique. Pour le deuxième objectif, ce sont mes expériences. Donc là, ça dépasse les expériences académiques, mais il y a d'autres expériences qui peuvent être importantes pour la création des compétences ou le développement des compétences. Il y a une rubrique dédiée mes compétences avec les ressources à mobiliser et les preuves de réalisation. Donc, les étudiants ils peuvent déposer leur production, ça c'est les fameux artefacts. Et pour la préparation de l'insertion professionnelle, il y a aussi plusieurs petites rubriques qui sont le réseau, le projet professionnel, la recherche de stage ou de l'emploi, où vraiment, à chaque fois, on les incite à inscrire comment s'est passé l'entretien, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois. Donc, ça, c'est juste une capture d'écran. Nous utilisons l'outil Karuta, alors qui est assez simple pour l'utilisateur. Il n'y a pas de contraintes pour l'utiliser. Donc, on a eu plutôt des retours positifs et il est facile de s'y retrouver. Donc, il y a plusieurs menus à remplir à chaque fois. Donc, ça, c'est un exemple du projet professionnel. Il y a des menus déroulants pour aider les étudiants pour aller plus vite, et puis d'autres où ils doivent vraiment taper leurs réponses après réflexion. Voilà, ça c'est un exemple des rapports qu'on peut extraire. Donc les étudiants,
ils remplissent l'e-portfolio qui leur est propre. Donc, a priori, il n'est pas fait pour être partagé tel quel avec d'autres personnes. En revanche, s'ils veulent partager des extraits de leur portfolio, et entre autres, s'ils veulent avoir un CV créé automatiquement, ils peuvent utiliser donc la rubrique Mes rapports et ensuite ils peuvent télécharger leur CV ou leur rapport avec les informations qu'ils peuvent sélectionner pour partager soit avec l'enseignant, soit avec des camarades, soit peut-être pour un entretien avec un futur employeur. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Je vais peut-être ajouter d'autres choses après quand mes collègues auront fait leur présentation. Je laisse la parole à Norberto. Merci, merci Irina. Bien, écoutez, merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Norberto Coteina, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis le responsable de la formation pour l'apprentissage sur le campus francilien. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'expérience que nous avons vécue de ces portfolios, sachant que nous avions déjà auparavant, du fait de la contrainte de l'apprentissage, mis en place des outils qui permettent aussi d'évaluer les compétences et de travailler sur leur projet professionnel. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler du public sur lequel on a utilisé justement cette première version de Karuta et que pour nous aujourd'hui, c'est un outil utilisé au quotidien. Deuxième point, c'est l'évaluation des compétences justement dans la formation elle-même. Le cadre et les objectifs liés à cette utilisation de portfolio qui est plutôt, dans la troisième partie, on va le voir, une démarche qu'on propose aux apprenants, projet professionnel individualisé et bien sûr supporté à travers cet outil. Et après, quelques éléments de retour d'expérience, sachant qu'on va rester ensemble pour éventuellement partager des éléments que vous souhaitez partager. Donc la formation, c'est un public qui est particulier. Irina nous a parlé tout à l'heure. L'EPF est une grande école d'ingénieurs avec trois sites, 3 campus. Et normalement, c'est la formation et 90% du temps dédié à des bac simplement. Et on fait une sorte de prépa intégrée à un statut étudiant. On fait une entrée parallèle, entre guillemets, avec les formations par l'apprentissage. On en a une dans le campus parisien à Sceaux et l'autre à Montpellier. Et aussi, aujourd'hui, on commence à proposer des formations bachelor, donc des formations aussi professionnalisantes. Mais ceci n'est pas le grand flux de nos étudiants. Qui dit formation par l'apprentissage dit formation à un statut particulier, un statut étudiant, pas étudiant, apprenti, pardon. Et donc, ce sont des salariés et ils vont faire une formation sur 3 ans. Donc, ils rentrent en troisième année de formation normale, donc première année du cycle ingénieur. Ce sont des gens qui, dès le début de la formation, ils ont des entreprises et des missions différentes et il faut faire les 3 années en entreprise et il n'y aura pas des stages. Donc, c'est pour ça que l'utilisation n'est pas exactement la même qu'on pourrait faire si on le fait comme mes collègues le font pour les statuts étudiants dans lesquels il y a aussi la recherche des stages. Enfin, il y a d'autres choses qui pourraient mettre en place. Les promos aujourd'hui sont des promos 36. On compte l'année prochaine migrer sur le campus, notre futur campus à Cachan, et donc on va doubler les promos. Les promos, on va passer à 72, mais aujourd'hui, c'est pour l'exercice que je vous ai, qu'on a pris en place, c'est sur cette promo des 36 apprentis. À la rentrée, donc, ce sont des jeunes qui ont déjà un niveau Bac+2, voire Bac+3. Certains sont des étudiants de l'EPF qui intègrent la formation par apprentissage et d'autres, ce sont des gens, la plupart, qui viennent de l'extérieur, avec un DUT, un BTS. Certains même ont déjà fait l'apprentissage. Donc, vous voyez déjà, pour une population un peu plus hétérogène. L'entrée, ils rentrent en CFA, donc la formation d'apprenti, et il y a déjà l'idée des projets professionnels. C'est là du fait qu'ils vont chercher eux-mêmes leur contrat d'apprentissage. Il faut qu'ils préparent un entretien d'embauche, en quelque sorte, avec un RH. Et il y a déjà cette notion, quel est votre projet professionnel, vous intégrez la formation à spécialité ou généraliste, et sur quel métier vous voulez travailler, quels sont les types de postes que vous voulez occuper plus tard, etc. Donc là, déjà, ce sont des notions qui sont déjà évoquées. Première question, c'est dès la rentrée au CFA. Et évidemment, là aussi, il y a la recherche d'un contrat qui s'est fait dès le début. Donc, voilà un petit peu la population. C'est comme ça qu'on la récupère pour après faire les 3 années de formation. Une petite photo pour que vous voyez l'échantillon, les 36. Vous voyez, donc malheureusement, on aurait bien aimé, étant l'ancienne école polytechnique féminine, aujourd'hui EPF, avoir vraiment la parité, mais on a du mal dans les
métiers techniques, mais on a quand même 20% des dames dans nos formations. Vous voyez, les diplômes, c'est plutôt les autres, c'est des classes primaires, etc. Donc, vous voyez, la plus grosse partie des effectifs sont des DUT. Après, on a des BTS aussi. Et vous voyez, les entreprises, on en a pas mal. Hein. Donc, celle qui nous prend le plus, c'est Safran pour cette promo-là, 6 apprentis et en allant jusqu'à 25 entreprises différentes. Vous voyez déjà un petit peu encore un trait de cette population qui sont des gens qui travaillent avec des maîtres d'apprentissage qui ont des métiers différents, mais aussi avec des entreprises différentes. Là, vous voyez simplement une photo comme ça, très, très flash. Hein, je ne vais pas aller dans les détails. On voit bien des gens comme Monoradis qui travaillent dans l'agro. Continental, c'est un sous-traitant automobile. La SNCF, tout ce qui est mobilitisme, mais aussi dans les technicentres de maintenance. EDF, c'est autant à Montrouge où ils étudient les automatismes des centrales nucléaires que la maintenance aussi des centrales, des réseaux de distribution, etc., etc. Vous voyez, le panel était assez large jusqu'à la recherche de la CNRS avec l'Institut national de reproduction, l'automobile, etc. Vous voyez, donc c'est un panel large et aussi dès le début de la formation, puisque c'est une obligation quand on fait une formation pour l'apprentissage, d'avoir un journal de bord, enfin un cahier de suivi des apprenants. Et dès le début, ils ont été confrontés à cette évaluation par les compétences. Donc la formation s'est fait un crescendo. Première année, c'est plutôt des gens qui ont une vision globale, qui s'intègrent à l'entreprise. Deuxième année, c'est des gens qui vont plutôt avoir déjà un côté plus fonctionnel et ils vont déjà pouvoir mener des études, des projets, technicité, etc. Et la troisième année, c'est carrément le côté enjeu, le côté vision globale, etc. qu'on cherche. Donc là, vous voyez une évaluation semestrielle. Premier semestre, on a déjà un certain nombre d'évaluations dans lesquelles ils vont se positionner, sans objet, inexistant, notion, etc. Simplement, gardons ça en tête parce que c'est une contrainte qu'on a et qu'on a aussi pris en compte au moment de l'emploi des portfolios. Donc là, quand on évalue aussi les compétences, déjà eux, ils sont tributaires à cette évaluation professionnelle. En fait, quand on évalue par son N+1, à l'entreprise, on ne va pas lui mettre 15,17 en notation. On va dire A, objectif atteint, voire dépassé. B, objectif atteint partiellement atteint, mais avec des écarts mineurs. Donc, ceci fait partie d'un retour pédagogique aussi. Hein. L'intérêt d'avoir validé une compétence, ça veut dire que s'il y a encore des choses à parfaire, on le met aussi dans l'évaluation. C'est pas une évaluation punitive. C'est des écarts, les objectifs ne sont pas atteints, il y a des écarts critiques pour lesquels il va falloir carrément peut-être refaire un livrable, refaire une activité. Et ces évaluations-là, on les pratique aussi de la même manière, sous forme de lettres, pour les modules. Que ce soit en maths, en physique, en management d'entreprise, en management de projet, etc. Et D, c'est vraiment que le module n'est pas validé. Donc là, il y a un écart critique qu'il va falloir combler. Donc là, ils sont déjà habitués à ça. Donc, dans la formation, donc on a créé ce module, entre guillemets, qui s'appelle projet professionnel et individualisé, avec le soutien des portfolios, qui pour nous, c'est un outil. C'est pas la démarche en soi, c'est un outil, pour nous, c'est un outil pédagogique, c'est un outil qui supporte une démarche qu'il faut mener. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a une définition, une formalisation grâce à l'outil de la démarche portfolio. Et puis, on commence par son passé, bien sûr. Dès qu'on prend l'outil en main, on commence par son passé. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et on peut déjà commencer, comme on disait Irina tout à l'heure, commencer à mettre des preuves dans mon portfolio. J'ai déjà été à un DUT, j'ai déjà fait une formation, j'ai déjà été une expérience à l'international, j'ai travaillé à l'étranger. Et donc, ce sont des éléments qu'on peut déjà commencer à mettre en place pour le portfolio. Donc, au premier semestre, il y a déjà cette partie des prises en main. Et c'est une démarche itérative, semestre par semestre. Il faut qu'ils puissent enrichir avec leur expérience et leurs projets, autant en entreprise qu'à l'école, ils puissent l'enrichir. Donc, c'est une notion d'itérativité. On évalue bien sûr les écarts, parce que là, quand on évalue, il faut pouvoir se comparer. Donc, on peut imaginer justement des compétences cibles. On peut prendre les nôtres, ou on peut prendre aussi celles qui ont été définies par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent définir un poste idéal. Hein. Par exemple, j'ai un apprenti qui est chez Safran et il est dans le service méthode des fabrications. Et bien sûr, au début, il veut avoir le rôle de son maître en apprentissage. Donc, forcément, il peut le décrire. Quelles sont les compétences qui vont mettre en apprentissage à aujourd'hui et quelles sont les compétences que j'engage. Et donc, là aussi, on peut se donner, c'est un outil qui le permet, d'essayer de donner une évaluation des compétences et donc trouver les écarts à combler
Donc là, c'est mettre en mouvement. C'est pour ça que c'est une animation itérative, parce que c'est intéressant. À chaque période, il peut y avoir des nouveautés. Et peut-être il veut changer aussi des métiers ou étudier un autre. Ceci ne porte aucun préjudice. Au contraire, il va garder ça à mémoire dans son portfolio. Il va construire aussi un plan d'action. C'est-à-dire que si on s'est dit en formation, j'apprends le langage C, j'apprends la programmation objet, mais je n'apprends pas le langage particulier d'un automate programmable, ah ben, ce sont des compétences qu'il va devoir, lui, chercher peut-être en entreprise ou à travers un module de formation en particulier. Vous voyez, donc là aussi, c'est un outil qui est souple parce qu'il nous permet d'aller tout au long des 3 années, non pas simplement sur la formation elle-même, mais c'est vraiment centré à l'apprenant, à l'apprenti. Et l'idéal, c'est qu'elle a petit à petit, on se prépare à l'insertion professionnelle, sachant qu'aujourd'hui, c'est aussi une compétence. Le fait de pouvoir mener cette analyse et avoir son regard critique par rapport au métier que je veux faire plus tard, c'est aussi une compétence parce qu'aujourd'hui, tous les 18 mois, c'est une enquête de l'OCDE qui dit ça, tous les 18 mois, un élève actuel est censé d'échanger carrément de métiers d'entreprise, mais aussi des métiers. Donc là, c'est aussi une compétence importante. Et le portfolio, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il peut le suivre tout au long de sa carrière. Donc le portfolio, il sera là jusqu'à la fin de sa carrière, tant qu'il le voudra. Donc là, dans ces démarches, ce qu'on leur propose de faire, des activités à côté, c'est faire des enquêtes sur les métiers ingénieurs. Par exemple, un entretien avec son responsable pour lui poser les questions. Quel est votre métier? Donc on donne un petit guide d'entretien et ils peuvent carrément, ces entretiens-là, l'enregistrer ou le consigner par écrit et le mettre dans son portfolio. Et ça le permet de peut-être évoquer avec quelqu'un. Votre métier, c'est quoi? C'est ingénieur qualité? Ah oui, quelles sont les 3 choses que vous aimez faire? Ah bah j'aime bien tout ce qui est rigoureux, j'aime bien planifier, j'aime bien voir les gens, discuter, etc. Et qu'est-ce que vous aimez pas faire? Ah bah j'aime pas tout ce qui est documentaire, paperasserie, etc. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt qualité terrain. Or qu'il y a des gens qui aiment bien la qualité papier, documents, etc. Donc là, vous voyez déjà dans les entretiens aussi, les enquêtes métiers, on peut avoir aussi des compléments d'information qui sont intéressants. Donc voilà les choses qu'on peut mettre dans un portfolio. L'idée aussi, c'est de poser la question, c'est une notion de compétence. Elle paraît simple d'un premier abord, mais quand on la manipule, on se rend compte que c'est pas si instinctif. Et l'idée aussi, c'est une notion d'autonomie et prise de responsabilité par rapport à lui-même. C'est lui qui va prendre ses décisions. Nous, on est là pour l'accompagner. Moi-même, je suis un tuteur académique, entre guillemets. Je suis une trentaine d'apprentis en entreprise. Donc, je suis un petit peu le coach. Tous les semestres, on s'est fait des bilans par rapport à la formation. Et évidemment aussi, la notion d'auto-évaluation, il se positionne par rapport à des compétences. Et ça aussi, c'est intéressant pour nous parce que quand on va négocier tous les semestres, il y a des missions à l'entreprise. Si la personne est moteur, il peut aussi, lui, négocier les différentes missions. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien plutôt d'aller voir le service d'un tel parce que je pourrais apprendre quelque chose de nouveau, etc. Et donc là, ça permet aussi d'orienter, si vous voulez, la formation en entreprise, qui est quelque chose d'intéressant. Et évidemment, ces notions d'individualisation, c'est quelque chose que nous, on préconise dans cette démarche. Donc, pour nous, il y a des moments forts. Pour la première année, il faut déjà qu'il y ait une réflexion sur soi, qu'il y a déjà des projets professionnels qui soient un petit peu détaillés, 3, 4, 5 postes clés éventuellement. Et pour accompagner cette réflexion-là, on a quelques modules d'un petit peu de connaissances des soi. Par exemple, on a un module qui présente qu'est-ce que c'est que le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. L'autre, c'est carrément un séminaire des 2 jours, la connaissance des soi. Ce sont des éléments réflexifs qui accompagnent l'étudiant et qui sont aussi des éléments qui peuvent être donnés dans la première année, dans la réflexion de nos apprentis. En deuxième année, on renforce l'analyse, on va aller un peu plus loin. Déjà, il y a des projets qui sont un peu plus construits en deuxième année, autant à l'école, puisque là, on est plutôt dans une période plutôt fonctionnelle, dans laquelle on essaie de comprendre les choses, on essaie de faire des cahiers des charges, enfin, un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus complètes. Et là aussi, l'analyse et les compétences, ils vont commencer à changer, ils vont commencer à s'alimenter. Et éventuellement, là, on commence déjà non pas à avoir quelque chose de sommaire, mais quelque chose un peu plus précis par rapport à des postes cibles, etc. Et la troisième année, c'est vraiment, on fait vivre le portfolio, puisque ça va être aussi des éléments d'épreuve qui vont nous permettre d'éditer un CV déjà par compétences, mais aussi on leur propose en parallèle
un module, 35 heures. C'est eux-mêmes qui vont choisir sur quel module ils veulent se faire former à travers la formation à distance ou autre. Et c'est aussi avec un lien à faire avec la démarche portfolio. Quelles sont les compétences sur lesquelles vous voulez travailler, que vous n'avez pas pu le faire jusqu'aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes qui vont nous vendre, entre guillemets, cette formation-là qui va être pour eux aussi quelque chose de particulier dans leur espace de travail. Un retour d'expérience, c'est une démarche que l'élève doit s'approprier et qui demande un engagement. Si on laisse faire et on leur fait confiance, il faut toujours quand même avoir un feedback. Nous, on a la chance d'avoir des entretiens semestriels avec eux. Et donc, on évoque aussi le portfolio parmi d'autres choses, bien sûr. Mais on voit bien que aussi, on a un outil qui permet de travailler sur la vie scolaire et sur la vie associative, etc., qu'on appelle les travaux personnels encadrés dans le sens où on se donne un cadre. Et notamment, au centre de cette évaluation-là, on peut aussi avoir un regard en direct par rapport à la démarche qui est suivie. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une sanction. Il ne faut pas qu'ils le voient comme une sanction. C'est plutôt un outil qui va le permettre. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on entoure ça des démarches de réflexion. On a un petit atelier qui s'appelle Être professionnel. On a un deuxième atelier et il y a le métier d'ingénieur et on a carrément des témoignages parfois des maîtres d'apprentissage. On a eu un témoignage il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est ingénieur système et qui est venu parler de son métier pendant une séance de 3h30 et qui a pu évoquer les compétences requises, etc. Et là, nos apprentis, ils se sentaient à 60% en accord avec les compétences qu'un ingénieur système pourrait leur apporter en tant que poste de travail. Donc là, on sent bien que ce côté réflexivité, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là en parallèle. Il faut aussi penser à tous les éléments d'épreuve. Parfois, ils y pensent pas. Ils ont fait un super projet, ils ont créé une expérience avec une carte Arduino pour mesurer la vitesse instantanée des mouvements. Ils ont fait un projet Open Data qui est très réaliste, très réel, et ils pensent pas mettre ces éléments-là dans le portfolio. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut que le portfolio soit vraiment une base de données complète. Et il y a la notion d'accompagner dans la démarche, c'est pas simplement utiliser l'outil. Ah oui, il faut que tu crées le lien ici et que tu ajoutes ça. Non, c'est plutôt dans la réflexion il faut qu'on soit un peu attentif pour que la démarche puisse se mener d'une manière assez complète. On a évoqué le projet régulier avec structure académique et ces compétences-là qui sont des compétences réelles, réalistes, pour qu'ils puissent conduire leur projet professionnel dès la sortie de l'école. D'ailleurs, on leur demande même une question ouverte, c'est à la fin, qu'est-ce que tu vas faire après l'EPF? Est-ce que tu vas continuer une formation et pourquoi faire? C'est pour combler une compétence ou pas? Donc là, on est aussi un petit peu coach jusqu'à la fin. Voilà, je m'arrête là. Je reste peut-être, Julien, les questions à la fin des trois présentations? Après, dans ce cas-là, après Très bien. la dernière présentation. Merci, super. Donc, je vais prendre la parole. Donc, Marie-Pierre Cuminal. Alors, je vais vous partager moi aussi une petite présentation. Alors, je m'appelle Marie-Pierre Cuminal, je travaille à l'EPF. Moi, je suis responsable pédagogique d'une formation d'un cycle préparatoire intégré. Spécifiquement, on l'appelle formation technologique parce que c'est un cycle préparatoire qui accueille des bacheliers STI 2D pendant 2 ans pour leur permettre d'entrer en école d'ingénieur. Donc, ce que je vais vous présenter, moi, c'est un petit peu différent par rapport à ce que vient de vous présenter Norberto, puisque moi, j'ai coordonné et accompagné un public tout à fait différent. Ce sont des étudiants qui sont en cycle préparatoire, donc qui arrivent directement du lycée et qui vont faire 2 années de prépa intégrée, donc post-bac. Donc, ce sont des étudiants qui ne connaissent absolument pas le milieu professionnel, qui sont là, qui découvrent l'enseignement supérieur, qui ont très peu de projections sur les années à venir et un projet professionnel encore flou, parfois pas du tout construit. Et puis, Irina l'a un petit peu dit, vraiment une méconnaissance des compétences déjà acquises ou des compétences académiques, mais également des compétences transversales ou personnelles. Et pour la plupart, un gros manque de recul sur leur formation. Donc, un public tout à fait différent
de celui des apprentis qui peuvent être en formation par apprentissage. Donc là, c'était des promos aussi d'une trentaine d'étudiants à chaque fois. Et on leur a présenté donc en 2018 ce projet d'e-portfolio. La première réaction des étudiants, c'est la perplexité. Très perplexe par rapport à cet outil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quelle est l'utilité de cet outil? Des remarques, moi j'ai choisi une formation scientifique, je veux aller en école d'ingénieur, je ne suis pas là pour rédiger des choses, le développement personnel, la connaissance de soi encore, ce sont des gros points d'interrogation pour eux. Et puis une inquiétude sur l'investissement en temps, hein. Donc comme vous l'a dit Irina, à l'EPF, l'e-portfolio n'est pas une évaluation. On propose cet outil aux étudiants, on va les accompagner dans la mise en place de cet outil, mais ce n'est pas évalué. Alors du coup, des étudiants qui sont habitués à travailler pour avoir des notes se disent bon, ça va me prendre beaucoup de temps, je vais devoir passer du temps là-dessus, je préfère aller travailler mon module de maths ou de physique. Voilà. Et évidemment, on leur présente ça comme un outil professionnel, comme une préparation à leur projet professionnel, et ces objectifs-là, pour eux, sont encore très lointains. Alors, évidemment, ils ont besoin d'un accompagnement, et on a fait le choix de leur présenter l'outil et de simultanément, pendant la même séance, en salle informatique, présentation et prise en main de l'outil sur Karuta. Simultanément, comme ça, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que représentait ce portfolio, de tous les renseignements qu'ils allaient pouvoir mettre dans cet outil. Alors, c'est évidemment quelque chose de très personnel et c'est eux qui font le choix de renseigner ou pas. Et on les accompagne, et on les a accompagnés avec au moins 2 séances par semestre en groupe. L'idée, c'est de les accompagner évidemment vers l'autonomie, c'est-à-dire leur faire comprendre que ça va être à eux de compléter au fur et à mesure leur portfolio. Et pour ça, on a impliqué toute l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que chaque enseignant dans son module, à la suite d'un projet, à la suite, au moment de la recherche de stage, à la suite d'une séance de TP, qui va inciter les étudiants en leur disant, ben voilà, là, au cours de cette semaine, pendant ce projet, vous avez développé des compétences académiques, mais aussi des compétences transversales de savoir-être. Vous avez été leader dans le projet, ou alors vous avez développer des compétences diverses. À vous, pensez, allez compléter votre portfolio, allez valoriser ces expériences-là, allez valoriser ces compétences-là. Ça peut être aussi des compétences associatives, des étudiants qui ont mené un projet associatif au sein de l'école ou qui ont participé à un événement au sein de l'école. Voilà. Et là, on s'est aperçu que tout doucement, très progressivement, les étudiants mettaient en place une démarche réflexive, démarche tout à fait nouvelle pour eux, et collectivement. C'est-à-dire que cette démarche et cet accès à la démarche réflexive est très hétérogène suivant les étudiants. Et on s'est aperçu que collectivement, ils s'impliquaient les uns les autres. Tiens, moi, j'ai mis ça. Ah oui, c'est une bonne idée. Et j'ai fait un job d'été, je vais le valoriser, moi aussi. Voilà. Donc, le collectif joue un grand rôle. Alors voilà, avant d'échanger en direct avec vous sur des questions, voilà un petit bilan que l'on a pu, actuel, sur la mise en place de notre e-portfolio. Donc, beaucoup de points positifs et de retours positifs de la part des étudiants. Tout d'abord, l'appropriation des compétences, qu'elles soient académiques, donc enseignées, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient transversales. Donc, une appropriation des compétences acquises et puis en cours d'acquisition, voire même
justement une visibilité sur les compétences visées sur les prochaines années de leur formation. Parce que bien sûr, il y a des menus déroulants dans le portfolio avec les compétences qui sont attendues année par année. Le point très, très positif, c'est une prise de recul face à leur formation. C'est-à-dire qu'ils sont moins le nez dans l'évaluation et seulement l'évaluation. On a noté une prise de recul justement sur toutes ces compétences. Ah tiens, finalement, le stage, ça permet de développer plus de compétences que ce que j'imaginais. C'est pas simplement trouver un stage et puis aller pendant 4 semaines dans une entreprise. Euh, ils se sentent du coup beaucoup plus investis et peu à peu beaucoup plus responsables et acteurs de leur formation avec une valorisation de la progression. Tiens, cette compétence-là, je ne l'ai pas encore acquise, mais je pourrais la cocher peut-être dans 1 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, et je sais que cette compétence est affichée et que je vais devoir peut-être mettre en place des choses pour pouvoir l'acquérir. Donc, valorisation de la progression et puis identification de nouveaux objectifs. Ça leur permet de réaliser que peut-être une compétence transversale serait intéressante pour compléter leur profil et leur donner envie de s'engager dans une association, créer un événement personnel ou au sein de l'école. Et aussi une prise de conscience que finalement, ils sont tous dans la même école, ils sont tous dans la même formation, mais que leur parcours va être personnalisé. Ils vont pouvoir faire des choix différents en fonction de leurs attentes, en fonction de leur projet professionnel et puis en fonction aussi de leur personnalité. Et évidemment, tout doucement, nous commençons à construire et à les aider à mettre en place. C'est une aide supplémentaire à la mise en place du projet professionnel. Voilà, puisque cet outil permet de visualiser un CV, une forme de récapitulatif de leurs expériences et de leurs compétences acquises. Alors, les points négatifs, c'est que, évidemment, l'accompagnement, Norberto l'a souligné, mais l'accompagnement est indispensable. Donc, il faut débloquer des créneaux, mettre en place des séances spécifiques pour accompagner les étudiants dans cette démarche. Mais il faut également accompagner l'équipe pédagogique, former les enseignants à cet outil, à ce qu'on attend, aux objectifs qui sont visés, et pour que chaque enseignant et que chaque personne de l'équipe pédagogique puisse accompagner les étudiants tout au long de la formation. Alors, on a noté, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est un petit peu, alors difficile, non, mais il faut prendre en compte dans l'accompagnement que la progression dans la réflexivité est hétérogène et qu'elle est personnelle à chaque étudiant, et les questions n'arrivent pas toutes au même moment, et que, voilà, il faut savoir individualiser un petit peu. Les difficultés qu'on a notées aussi de la part des étudiants, c'est les difficultés dans la formalisation de ce portfolio, c'est-à-dire on leur dit, voilà, vous avez réalisé un projet, vous pouvez le mettre dans votre portfolio, mais comment je rédige, comment j'écris, oui, j'ai appris des choses, mais comment je peux valoriser ça, trouver le vocabulaire adapté, trouver les mots-clés adaptés, ne serait-ce qu'au tout départ, quand on leur dit, présentez-vous, quels sont vos points forts, vos points faibles, ils ont un petit peu du mal. Une difficulté aussi, c'est d'arriver à maintenir la présence de ce portfolio tout au long de leur formation, de la première année post-bac jusqu'au diplôme, jusqu'au moment où ils vont entrer sur le marché du travail et valoriser ce portfolio et s'en servir pour trouver un emploi ou rebondir, ou un stage aux différents moments de leur formation. Et le challenge aussi, c'est d'arriver à les mobiliser sans évaluer. Voilà. Donc, c'est pas évaluer, c'est pas une obligation, mais les inciter à utiliser cet outil
de valorisation et de mise en place de leur projet professionnel. Voilà, j'en ai fini pour cette petite présentation et je suis disponible pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Parfait, merci beaucoup. Merci à Norberto, Irina et Marie-Pierre. C'était très complémentaire en plus comme présentation avec différents types de publics. Alors, juste pour éviter les frustrations, parce que, bon, évidemment, à 3, le temps passe vite. Là, on va clôturer à 11 heures, donc pile poil pétante, puisque j'aime bien respecter un peu ce timing-là. Par contre, je crois que vous avez un petit peu de temps pour rester après. Donc, éventuellement, pour les personnes qui souhaiteront poser des questions qui n'auraient pas eu le temps de les poser pendant ces petits échanges-là de 10 minutes qui va suivre, eh bien, n'hésitez pas à rester un petit peu avec nous. On prendra un café tranquillement en échangeant. Alors, juste avant de commencer un petit peu justement les échanges, je vais simplement poser une question pour ma part, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et notamment Karuta. Et je voulais savoir si vous faisiez un lien également par rapport on peut appeler ça un enseignement, mais si vous faisiez un lien avec notamment LinkedIn, par exemple, qui pourrait sembler comme un portfolio ou, par rapport à leur vie professionnelle future. Est-ce que vous pensez finalement que les étudiants à l'avenir vont s'appuyer sur Karuta ou sur LinkedIn ou sur autre chose ou sur les deux? Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez un petit peu ces deux usages? Alors peut-être Marie-Pierre éventuellement. Oui, alors c'est deux usages qui sont un peu liés mais qui sont parallèles. C'est-à-dire que l'e-portfolio, on présente bien ça comme un outil très personnel et qui n'est pas obligatoirement partagé, contrairement à LinkedIn. C'est-à-dire que sur LinkedIn, ils vont mettre des informations qui vont être visibles et partagées. Le portfolio leur permet de rassembler, de faire un gros document, on va dire, avec toutes leurs expériences, toutes leurs compétences, à eux après d'adapter et de cible en fonction de la cible, si c'est une recherche de stage ou si c'est une recherche de poste. Et puis en fonction du poste qu'ils vont demander, peut-être qu'ils ne voudront pas renseigner toutes leurs expériences. Voilà, mais ça leur permet d'avoir, on va dire, un dossier personnel complet de toutes leurs expériences, de toutes leurs compétences, et ils pourront aller piocher dedans au fur et à mesure et choisir de partager certains contenus et pas d'autres. Voilà, c'est ça le gros avantage. Ok, merci. Oui, alors, peut-être pour compléter aussi, oui. Peut-être, c'est LinkedIn, c'est aussi un outil. Et LinkedIn, le fait de chercher avec des mots-clés, de trouver des définitions des postes, de trouver des noms, ça nous donne aussi des points d'entrée aussi pour le portefeuille. Et je peux aussi, le fameux entretien qu'on a parlé tout à l'heure, si je veux aller plus loin, je peux aussi contacter une personne chez LinkedIn qui va me donner des informations pour mon espace privé. Donc là aussi, je le vois, il y a certainement des liens qui vont se créer, mais pour le moment, je pense que ce sont deux outils qui sont différents. L'un qui est plutôt une base de données dans laquelle c'est une big data, hein, dans laquelle je vais pouvoir leur demander des plans d'indicateurs, etc. Et l'autre, c'est un outil réflexif plus personnel. Mais je pense qu'il y aura petit à petit. C'est ce qu'on appelle la différence entre un portfolio de présentation et un portfolio d'apprentissage, finalement. Et c'est un peu la différence. Non, c'est super intéressant. Alors, n'hésitez pas à lever la main. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué un petit peu le principe. Julien, je voulais juste ajouter encore une chose. C'est que j'en ai parlé en 2 minutes, moins de 2 minutes dans ma présentation, mais j'ai dit qu'on a lancé un cours d'auto-formation à l'utilisation des portfolios, un peu d'initiation à les portfolios. Et ce cours-là, on l'a conçu avec le service d'insertion professionnelle. Et précisément, il est constitué de 4 modules. Et le 4e module, il n'est pas sur l'e-portfolio, mais sur d'autres outils d'insertion professionnelle, dont LinkedIn, mais on a aussi à l'école d'autres outils qui sont proposés aux étudiants. Donc, pour faire le lien entre l'e-portfolio et les autres outils, pour qu'il y ait effectivement une cohérence. Que ce soit, voilà, une cohérence, exactement, pour que ce soit ensemble, tous les outils ils sont regroupés. Ok, super intéressant, merci. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, la parole est à vous. Alors, je vois dans la conversation qu'il y a une question sur que devient le portfolio quand les étudiants ont terminé leur cursus. Y ont-ils toujours accès? Ben oui, évidemment. C'est un outil personnel qu'on leur propose et qu'ils gardent et qu'ils peuvent garder ou pas. Ce sera leur choix de l'utiliser ou pas par la suite. Alors, il y a Anne-Marie qui avait une question. Oui, bonjour. En fait, deux questions sur l'outil Karuta proprement dit. Je voulais savoir, est-ce que sa prise en main par les enseignants, enfin ceux qui vont s'intéresser en particulier à cette démarche-là,
et chronophage? Est-ce que c'est un outil complexe ou c'est très abordable? Alors, les enseignants n'ont pas besoin de prendre l'outil Karuta en main, pas du tout. C'est les étudiants qui vont prendre l'outil Karuta en main et il est très simple d'utilisation et les étudiants n'ont aucun souci à l'utiliser. L'enseignant n'est pas là pour utiliser l'outil Karuta, il est simplement là pour accompagner les étudiants, c'est-à-dire leur rappeler, ben voilà, on est en train de travailler sur un projet, pensez que vous pouvez valoriser ce projet dans votre portfolio, que vous pouvez penser à rentrer des mots-clés, penser à réfléchir aux compétences que ce projet vous a permis de développer, d'acquérir, d'améliorer, de découvrir. Voilà. Et donc, ça veut dire que la structure, l'architecture, parce que ce que vous en avez montré, visiblement, il y a des pages avec des onglets, des items. Elle est figée, c'est-à-dire qu'elle est imposée par l'outil ou est-ce qu'on peut personnaliser? Non. En fait, c'est très libre. Au contraire, c'est des briques qu'on peut ajouter. Mais normalement, ce sont pas les enseignants qui font ce travail-là. L'outil Karuta, il est un peu complexe pour ce qu'on appelle les designers, donc les personnes qui vont créer cette structure. Mais normalement, ce ne sont pas les enseignants, ce sont plutôt des ingénieurs pédagogiques ou les développeurs qui vont faire ce travail-là. L'enseignant, il peut faire une structure, il peut dire bon, moi, je voudrais que ce soit comme ça. Mais normalement, c'est pas l'enseignant qui va créer cette structure sur le site. D'ailleurs, peut-être, il faut dire aussi que Karuta, il y a aussi une communauté, parce que c'est un open source, et les gens aussi s'échangent des bons procédés, mais c'est vrai que c'est un outil qui permet de créer un portfolio. Et chacun le paramètre. On crée les rubriques qu'on veut, il y a des fonctionnalités, etc., comme tu disais, Arina. Donc, il y a un travail de réflexion et des préparations de la base de données, enfin, de l'outil nous-mêmes, quoi. Mais une fois qu'il est fait, c'est fait, hein. Et c'est en open source, donc c'est pour ça qu'on ne paie pas de royalties, on ne paie pas d'abonnement, c'est important. C'est tout de même un travail que l'équipe enseignante doit faire au préalable, à ce que le portfolio soit un petit peu particularisé en fonction peut-être de la formation et du public que l'on a. Tout à fait. Oui, mais c'est encore une fois, voilà, normalement, les enseignants, ils font pas la création de l'outil, quoi, de l'e-portfolio lui-même. C'est soit les ingénieurs pédagogiques, soit la DIC, mais c'est les gens qui sont plus à l'aise peut-être avec les outils numériques. Même si c'est pas très, très compliqué non plus, hein. Sous réserve d'être assisté par des ingénieurs pédagogiques, ce qui n'est pas le cas partout. Après, l'outil, il n'est pas non plus très, très, très complexe, mais pour les personnes qui sont à l'aise avec les outils numériques, c'est abordable même d'en créer un. Et puis, si je peux me permettre très rapidement, vous avez parlé du fait qu'il fallait que l'équipe enseignante participe. Est-ce que vous avez des astuces pour motiver toute une équipe enseignante sur ce genre de démarche? Non, mais c'est participer, c'est-à-dire sensibiliser toute l'équipe enseignante au fait que les étudiants ont cet outil-là et le valoriser. C'est pas du temps, hein, on prend pas du temps, c'est-à-dire que l'enseignant ne va pas prendre un quart d'heure pendant sa séance pour parler de ça. Simplement, on est en projet, on vient de faire quelque chose d'intéressant, un apprentissage par projet, on vient de faire une série de TP qui a pu mettre en évidence certaines compétences. Donc, juste signaler aux étudiants, pensez, tiens, ça serait bien que dans votre portfolio, ça puisse apparaître. Ok. Voilà. Et pour compléter aussi. Merci beaucoup. Et pour compléter aussi, on peut le faire pendant une soutenance d'un projet. À la fin du projet, le retour d'expérience, et puis voilà, j'ai retenu ça et ça et ça, et c'est exactement ce que je mettrai dans mon portfolio. Okay. Mais c'est vrai, comme on disait Marie-Pierre, là, c'est pas du temps comme on pense 2 heures, 3 heures de cours le soir. C'est non. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, j'ai une question sur est-ce que vous avez réussi à évaluer à peu près le temps que l'étudiant passe à la réalisation de son portfolio? Après, je sais que c'est une démarche que vous avez indiquée comme étant tout au long du cursus, mais l'étudiant a aussi parfois envie d'identifier l'investissement qui lui sera demandé. Est-ce que c'est du 1 heure par semaine? Enfin, après, je peux comprendre aussi qu'il y a des temps
où il va passer plus de temps, par exemple à la fin d'un stage, où il va peut-être passer une demi-journée pour faire le bilan là-dessus, mais voilà, avoir un peu une échelle de temps, si vous avez des infos là-dessus. Ben, je pense que le temps, il est proportionnel à l'année de formation, c'est-à-dire nous, on propose cet outil dès le cycle prépa. Là, ils vont passer peu de temps. Ça va être, je ne sais pas, 1 heure par semestre peut-être, ou 2, pas plus. Mais ils vont amorcer l'outil, ils vont commencer à le compléter tout doucement. Et évidemment, plus ils vont approcher de leur diplôme, plus ils vont avoir de projets, plus ils vont avoir de stages, de missions à l'international et de choses à renseigner, et plus ils se projettent dans leur insertion professionnelle à venir. Donc, l'outil va devenir de plus en plus intéressant pour eux. Mais au départ, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. C'est quelque chose qui leur fait peur, et c'est une des questions qu'ils posent tout de suite. Combien de temps il faut qu'on passe là-dessus? Mais ça ne représente pas tant de temps que ça. Oui, je me permets d'ajouter une chose, on a fait le questionnaire avec les prototypes, et là, les résultats qu'on a eus, c'était 4h50 sur 2 mois et demi d'utilisation. Mais sachant que voilà, là, les étudiants, ils étaient vivement incités à l'utiliser. Il y avait des séances d'accompagnement aussi, en plus. Donc, ils devaient se préparer pour ces séances. Donc là, ça a fait presque 5 heures sur 2 mois et demi. Mais effectivement, mais ça, c'est fluctuant. Irina, c'était vraiment pour le lancement, c'était la classe pilote, la promo pilote, qu'on a beaucoup incité à utiliser Karuta parce qu'on voulait des retours sur l'utilisation, la simplicité. On voulait savoir si les rubriques, on avait la pertinence des rubriques, voilà. Donc là, on les avait beaucoup incités, et effectivement, ça avait représenté 4h30, ce qui les a pas foncièrement gênés d'ailleurs dans les retours qu'ils nous ont fait. Et j'ai ajouté une chose parce que il y avait des personnes qui posent des questions sur les leviers de motivation, etc. Et c'est vrai que c'est une question difficile. Alors j'ai mis un lien vers une vidéo de présentation du cours d'initiation à l'e-portfolio qu'on a mis en place. Donc vous pouvez le regarder après notre rencontre pour avoir une petite idée. Mais c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement personnalisé, c'est assez difficile. Donc là, avec ce cours, on a eu quand même de bons retours. Il y a déjà les étudiants, ils s'inscrivent. On a vu qu'il y avait des étudiants qui ont fini le parcours et qui ont vraiment sérieusement travaillé. Mais effectivement, c'est pas évident. On a quelques réfractaires. Dans le lot, il y a toujours le petit pourcentage de réfractaires qui ne voient pas l'intérêt et qui n'ont pas envie. Et ça peut aller de simple au double. Super. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va clôturer là. Je vais juste, malgré tout, vous partager juste mon écran avec la petite musique. Désolé, c'est mon petit hobby. Donc, je rappelle que ce webinaire a été proposé par la cartographie des temps pédagogiques. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, vous retrouvez de toute façon ce qu'on s'est dit là sur la chaîne YouTube de la Carto. Donc, n'hésitez pas, il y aura la rediffusion de ce webinaire-là. Donc, ce que je vous propose maintenant, donc à ceux qui veulent rester, donc merci encore d'ailleurs à Norberto, Irina et Marie-Pierre, vraiment c'était vraiment passionnant, et c'est un sujet vraiment ultra d'actualité finalement. Et merci d'avoir partagé ça. Et je pense surtout que Karuta a un bel avenir. Je sais qu'il y avait un outil comme Mahara qui existait aussi, mais qui a un peu moins pris. Et j'ai l'impression que Karuta est beaucoup plus accessible, et c'est vraiment super intéressant en tout cas que cet outil existe maintenant. Donc voilà, je vais simplement arrêter le partage d'écran, et puis ceux qui veulent rester avec nous, moi je vais arrêter tranquillement l'enregistrement, et puis voilà, vous pourrez poser vos questions maintenant tranquillement.